Eh bien, mes petits boucliers de viande, petite question si vous permettez. Qu'obtiendrait-on si on combinait une des créatures les plus adorables de la nature, 190 litres de déchets toxiques et une rancœur contre l'humanité? Eh bien, vous vous retrouveriez avec la bête à 4 sabots la plus meurtrière qui soit. Et aujourd'hui, elle revient pour régler ses comptes. Cette fête de Thanksgiving est sur le point d'être interrompue par un cerf mutant géant qui a un goût très prononcé pour la chair humaine. Et il ne s'arrêtera pas tant qu'ils ne seront pas tous morts. Et oui mes amis, je suis ici pour vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment battre le cerf mutant dans Bambi le jugement dernier. Donc, quand votre film s'appelle Bambi le jugement dernier, je pense que c'est un signe assez clair qu'il vaut mieux s'asseoir, fermer sa grande bouche et se mettre à l'aise, parce que ces humains sont sur le point de créer un monstre. Il y a fort longtemps, un adorable petit fan nommé Bambi vivait dans la forêt avec sa maman, jusqu'à ce qu'un jour terrible, vous voyez, un chasseur arrive et la tue avec son fusil, laissant le pauvre petit Bambi tout seul. Au fil des saisons, il est devenu un grand cerf vigoureux, et il a alors rencontré une jeune biche nommée Féline. Et ils ont même eu un petit fan. Mais un jour, quand Féline a traversé la route, elle a été renversée par une grosse camionnette et les humains ont frappé Bambi avec une pelle, ont pris le pauvre bébé, puis ont disparu dans les bois. Quand Bambino se réveille, il a le cœur brisé en découvrant que les humains ont recommencé. Et en plus, pendant qu'il dormait, ils ont également déversé un tas de déchets toxiques dans la rivière. Et qu'aurait pu faire un fan? Sans le savoir, Bambi a ensuite bu l'eau toxique de la rivière et a commencé à se transformer, devenant un monstre géant assoiffé de vengeance. Peu après avoir réalisé ce qu'il venait de créer, les responsables ont envoyé une équipe de chasseurs pour éliminer la créature et dissimuler leurs crimes. Mais comme vous pouvez probablement vous en douter, ce fut leur plus grosse erreur. Ok, on dirait que Winnie l'ourson et Porcinet ont officiellement de la concurrence. Par contre, on peut compter sur une boîte douteuse pour créer un jeune Bambi mutant et envoyer ensuite un groupe de chasseurs de Sasquatch inexpérimentés pour faire le ménage. Je veux dire, regardez un peu l'équipe qu'ils ont mise sur pied. On a 3 ploucs du coin qui utilisent des armes datant du 19e siècle. Et ce type Tyler qui n'arrive même pas à toucher un oiseau mort à 3 mètres de distance. Donc, à moins qu'ils ne veuillent finir en pâté pour cerf, ils vont devoir revoir leur copie et tout reprendre depuis le début. Bon, avant sa mutation, Bambi était un chevreuil, une espèce commune en Europe qui fait environ la moitié de la taille du cerf à queue blanche américain. Ils vivent généralement à la lisière des forêts, là où les arbres rencontrent les étendues dégagées, et sont plus actifs à l'aube et au crépuscule, se reposant dans la végétation dense pendant la journée. Ils ont également un excellent odorat qui leur permet de détecter les prédateurs, et leur vue est adaptée à la détection de mouvements avec une vision nocturne supérieure à celle des humains. Mais Bambi n'est pas un cervidé comme les autres. Et non, parce qu'après avoir bu de l'eau contaminée, il a atteint une taille d'environ 3 mètres et pèse probablement plus de 2 tonnes, ce qui le rend aussi grand qu'un utilitaire tout-terrain. Et quand on ajoute à tout ça une grande bouche pleine de dents acérées comme des rasoirs, ça veut probablement dire qu'ils vont devoir le traiter comme s'ils chassaient un de ces foutus T-Rex. Ils devront donc d'abord utiliser des drones équipés de caméras de surveillance et d'imagerie thermique pour cartographier le territoire de Bambi. Par contre, se faufiler près de lui pendant qu'il se repose ne fonctionnera probablement pas. Au lieu de ça, ils devront l'attirer dans une sorte de piège. Il y a 2 choses qui attireront très certainement le cerf mutant. Davantage de cette substance verte gluante et le cri d'une femelle en détresse. Comme l'entreprise semble avoir beaucoup de déchets toxiques qui traînent, ils pourraient en déposer dans un grand champ et voir s'il mord à l'hameçon. Si ça ne fonctionne pas, ils pourraient utiliser des haut-parleurs pour diffuser des cris de détresse de femelles afin de l'attirer. On parle ici d'une chasse à 1 contre 1. Ils devront s'installer sous le vent par rapport à l'appât et utiliser un spray de chasse pour couvrir leur odeur. Ensuite, ils pourront l'observer à distance à l'aide d'un appareil optique thermique dès qu'il se montrera et tirer avec un fusil équipé d'une lunette à longue portée. De cette façon, ils laisseront Bambi venir à eux et pourront l'abattre en toute sécurité avant même qu'ils ne se rendent compte de leur présence, au lieu de s'aventurer sur son territoire comme une bande d'idiots qui n'attendent que de se faire massacrer. Après avoir sauté de ce train de marchandises, Zana et son fils Benji sont en route pour passer Thanksgiving avec son mari Simon et sa famille. Ils attendent près de la voiture quand il appelle pour dire qu'il est à la bourre pour le travail, mais il promet qu'il sera là à temps pour le dîner. Visiblement frustrée, Zana prend son fils et monte dans ce taxi. Mais elle ne se doute pas qu'il se dirige tout droit vers un massacre. En route en pleine campagne, le chauffeur très bavard manque de provoquer un accident avec un camion qui passe. Et tout en s'excusant, il mentionne qu'il y a beaucoup de personnes louches qui traînent dans le coin depuis plusieurs semaines. Ce qui est exactement le genre de choses qu'on devrait dire à un passager qu'on n'a jamais vu auparavant. Mais comme d'habitude, vous le public n'avez aucune idée de ce qui les attend.
Ils doivent s'arrêter quand Benji commence à se sentir un peu mal, et il dit qu'il est angoissé à l'idée que ses parents divorcent. Mais Zana le rassure en lui promettant que son père sera bientôt là, donc pas d'inquiétude. Quand il s'apprête à repartir, il remarque un gargouillement étrange promenant de quelque part dans les bois, mais sa mère insiste pour qu'ils reprennent la route, et ils ont à peine démarré que le conducteur commence à chercher des bonbons. Mais quand il regarde à nouveau la route, il est effrayé en voyant un cerf mutant géant foncer droit sur eux. Je veux dire, il essaie de l'éviter, mot-clé essayer. Mais le cerf percute le taxi et les fait sortir de la route, les faisant valser dans les airs jusqu'à ce qu'il s'arrête enfin au bas d'une colline. Manifestement sonné, Zana est soulagée que son fils ne soit pas blessé, mais il ne faut pas longtemps avant qu'il voit la créature faire des allées et venues autour du véhicule. Pendant un instant, tout redevient calme. Mais c'est alors que la bête gronde et piétine le toit de la voiture, essayant d'écraser tous ses occupants. C'est une situation complètement hallucinante. Et à présent terrorisée, Zana serre son fils contre elle et dit que la bête appuie de plus en plus fort. Mais juste au moment où il pense qu'elle s'est enfin arrêtée, elle se cabre et appuie si fort que les os du conducteur commencent à transpercer sa peau. Quelques secondes avant d'être écrasée, Xana brise la vitre d'un coup de pied et tire son fils hors de la voiture juste à temps. Lorsqu'il se retourne, il voit l'énorme monstre debout sur le toit de la voiture, qui pousse un rugissement terrifiant alors qu'ils se mettent à courir pour sauver leur vie. Ok, c'est exactement le contraire de ce qui est censé se passer quand un cerf est pris dans les phares d'une voiture. On dirait que Zana et Benji sont officiellement entrés dans le territoire de chasse de Bambi. Et s'ils veulent survivre, ils vont devoir comprendre à quoi ils ont affaire. Maintenant, il est important de comprendre pourquoi Bambi les a attaqués. Je veux dire, après tout, les cerfs ne sont pas des prédateurs à ma connaissance, et ils n'agissent généralement pas de manière agressive à l'extérieur de conditions très spécifiques. Par exemple, les mâles deviennent extrêmement territoriaux pendant la saison des amours et sont plus susceptibles d'attaquer tout ce qu'ils considèrent comme une menace. Il est donc possible que Bambi ait vu le véhicule comme un rival envahissant son territoire, sans oublier que sa compagne féline a été attaquée et tuée par un fourgon. Donc, de son point de vue, un véhicule qui circule ici sera considéré comme une menace. Maintenant, quand un prédateur attaque, c'est parce qu'il essaie de vous manger, ce qui signifie que vous devez vous défendre. Mais quand une proie attaque, c'est pour éliminer une menace. Donc si elle pense que le danger est écarté, elle devrait passer à autre chose et vous laisser tranquille. Cela étant dit, une fois que Bambi les avait renversés, la meilleure stratégie aurait été de rester absolument silencieux en espérant qu'il n'en avait qu'après le van et non après les humains à l'intérieur. En effet, après la première attaque, il est revenu comme s'il vérifiait si le véhicule était toujours là. Et c'est donc à ce moment-là qu'ils auraient dû faire le mort jusqu'à ce qu'il s'en aille. En faisant du bruit, ils lui ont fait comprendre que le job n'était pas fait, ce qui pourrait expliquer pourquoi il a décidé d'attaquer à nouveau. Mais s'ils étaient restés parfaitement silencieux, ils auraient peut-être pu attendre qu'il s'en aille et s'échapper plus tard sans qu'ils s'en aperçoivent. Du moins, c'est ce qu'ils auraient espéré. À présent, il semble qu'ils vont devoir s'échapper à pied. Bambi est certes imposant, mais il est aussi très rapide. Il n'y a donc aucune chance de le distancer en courant en ligne droite. Au lieu de se diriger vers des buissons épais, des arbres touffus ou des affleurements rocheux, ils devraient se cacher de son champ de vision. Ils devront ensuite avancer par petits segments d'environ 50 mètres à la fois, en silence, en utilisant les abris dès qu'ils le pourront, et en s'arrêtant souvent pour écouter s'il y a des signes indiquant qu'il est toujours dans les parages. Et s'ils croisent un ruisseau, ils pourront utiliser l'eau pour dissimuler leur odeur et le dérouter. L'essentiel ici est de le semer par tous les moyens, puis de se diriger vers tout signe de civilisation où ils trouveront d'autres personnes à utiliser comme bouclier de viande et un téléphone pour appeler des secours. On continue. Marie, la grand-mère de Benji, est toute seule debout dans le jardin et tout le monde pense qu'elle a perdu la tête. Mais elle sait d'une manière ou d'une autre que Bambi va arriver. Pendant ce temps à l'intérieur, Harriet est frustrée parce que Zana et Benji sont en retard, mais elle n'a pas de réseau pour les appeler. Bon, vous savez que j'adore les téléphones fixes et que je ne rate jamais une occasion d'en parler dans nos vidéos Comment battre, mais ils n'ont pas non plus de téléphone fixe, depuis qu'ils ont dû le déconnecter parce que la vieille femme n'arrêtait pas de les appeler. Donc pour le moment, il semble qu'il n'ait d'autre choix que d'attendre. En parlant de la vieille femme, Harriet remarque Marie debout dans le jardin et sort pour la faire rentrer. Elle est clairement agacée par son beau-fils Harrison qui a laissé sa grand-mère sortir de sa chambre. Et elle lui demande de le surveiller pendant le reste de la nuit. « S'il te plaît Harrison, mon garçon, surveille Marie, bon sang !» À ce moment-là, la femme lève les yeux et dit « Ils sont là ». Parce que, vous comprenez, les poltergeists et tout ça. Et un instant plus tard, ils entendent la porte d'entrée s'ouvrir et quelqu'un se précipiter à l'intérieur. Zana et Benji sont là, et bien qu'ils semblent avoir survécu de justesse au voyage, Harriet tape immédiatement sur son poignet pour les réprimander d'être en retard. Une fois installés, Zana explique qu'ils ont été attaqués par une foutue créature géante, et elle craint que le chauffeur de taxi ait besoin de leur aide. À ce moment-là, Harriet dit que ça semble un peu risqué et insiste sur le fait qu'ils doivent tous rester à l'intérieur. Mais Josh, le frère de Simon, décide d'aller jeter un coup d'œil en personne. « Vas-y Josh, t'as raison !»
Benji retrousse son pantalon et découvre qu'il a été blessé dans l'accident et sa mère intervient rapidement pour soigner ses blessures. Sur la route, un mystérieux véhicule s'arrête près du lieu de l'accident et un groupe d'hommes en descend pour inspecter la zone. Il s'agit d'une équipe de chasseurs à la recherche du cerf mutant, et ce, à juste titre. En fouillant le taxi, ils trouvent le téléphone portable de Zana à l'intérieur, ce qui... Mais enfin, ma fille, comment as-tu pu laisser ton téléphone portable? Bref, à ce moment-là, ils entendent la créature grogner quelque part à proximité, et ils préparent tous leurs armes et commencent à fouiller les environs. À la maison, les autres remarquent que Marie dessine frénétiquement dans son carnet de croquis, ce qui... Oh, waouh, génial! Et Harrison la frappe avec un oreiller pour la faire arrêter. Aïe! Agacée, Zana lui dit de laisser la vieille chouette tranquille, mais elle se remet à dessiner comme si de rien n'était. C'est alors que Benji commence à s'inquiéter pour le chauffeur de taxi, mais sa mère le rassure en lui disant que Josh va aller l'aider. Oui, Josh. Nerveux, il demande quand son daron va se montrer, et Zana lui promet que l'homme sera bientôt là. Les chasseurs peuvent encore entendre la créature les observer, et ils sont tous incroyablement tendus, sachant qu'elle pourrait attaquer à tout moment. L'un d'eux entend un bruit et tire rapidement un coup de feu, mais en fait, il touche Josh en plein dans la tête. Il a descendu ce pauvre gars avant même qu'il ne comprenne ce qui lui arrive. De son côté, Zana essaie de reprendre ses esprits et remarque un tableau effrayant sur le mur qui ressemble à la créature qui vient de les attaquer. Le frère de Simon, Andrew, explique que sa mère peint ses croquis sans arrêt depuis des semaines. Et Zana se demande si tout ça ne serait pas lié. Ok. Bon, je crois que c'est mort pour cette mission de sauvetage. Je veux dire, on sait que c'est mal parti quand des idiots comme eux se mettent à s'entretuer avant même que Bambi n'ait eu le temps d'intervenir. Maintenant, le bon côté des choses, c'est qu'au moins Tyler a enfin appris à viser. Mais il est évident que Josh n'aurait jamais dû se retrouver là-bas. Ouais, alors, si je comprends bien, Zana et Benji débarquent en disant qu'ils viennent d'être attaqués par un monstre géant mangeur d'hommes. Ok, cool. Et Steve décide d'aller vérifier par lui-même avec uniquement un téléphone qui n'a même pas de réseau. Je sais pas qui est le plus stupide, Josh pour avoir suggéré ça, ou les autres pour l'avoir laissé partir. Mais à ce stade, ils auraient aussi bien pu commencer à organiser ses funérailles, parce que jamais ils ne le reverront. Et plus sérieusement, ils ne savaient même pas si ce chauffeur de taxi était encore en vie. Donc il était en train de risquer sa vie simplement pour retrouver un cadavre peut-être. Et s'il se perdait ou avait des ennuis, ça ne ferait qu'empirer la situation pour tout le monde. Le plus important dans toute mission de sauvetage, c'est de ne jamais se mettre soi-même en danger. Donc, au lieu de laisser cet idiot partir pour la dernière promenade de sa vie, ils auraient dû rester ensemble et trouver un moyen d'appeler à l'aide. Il semblerait donc que Josh soit mort et qu'ils soient les prochains sur la liste. Mais même après avoir découvert qu'un gigantesque cerf démoniaque était en liberté, ils n'ont rien fait pour se préparer à son arrivée. Mais bon sang, les gars, c'est quoi ce bordel? C'est le moment de se préparer, pas de faire comme si de rien n'était. Tout d'abord, ils doivent fermer les rideaux, éteindre toutes les lumières et couper tout ce qui fait du bruit. Parce que la dernière chose qu'ils voudraient, c'est attirer l'attention de Bambi. Ils n'auront pas vraiment de chance dans un combat sans puissance de feu, mais ils pourraient quand même se munir de tout ce qu'ils ont sous la main. Que ce soit des fusils de chasse, des haches, des tronçonneuses ou même juste des lances improvisées. Ensuite, il ne leur restera plus qu'à rester silencieux et à vérifier leur téléphone au cas où ils capteraient du réseau. Mais ils finiront bien par se rendre compte que Josh ne reviendra pas, et il faudra alors se tirer de là tant qu'ils en ont encore la possibilité. Maintenant, puisque Josh n'était là que pour les vacances, il devrait y avoir au moins 2 voitures sur place. Et en supposant qu'il ait laissé ses clés, il devrait pouvoir utiliser les 2 pour s'échapper. Zana devrait emmener Benji, Marie et Harriet dans le véhicule le plus rapide, tandis qu'Andrew monterait dans l'autre. Du coup, si Bambi attaque, il pourra créer une diversion pendant que les autres se mettront en sécurité, parce qu'il serait préférable qu'au moins certains d'entre eux survivent plutôt que si tous finissent par mourir. Quoi qu'il en soit, les chasseurs sont furieux quand ils réalisent ce qu'ils viennent de faire, et en examinant le corps, ils comprennent qu'ils devaient venir de la maison toute proche. À vrai dire, ils ont encore un boulot à faire, alors Michael, le chef, décide de faire comme si de rien n'était et ordonne aux autres de cacher le corps dans le véhicule. À la maison, Harrison est appelé par sa belle-mère et il laisse Benji et sa grand-mère seuls dans la pièce. C'est alors qu'elle remarque quelque chose à l'extérieur. À première vue, il semble qu'il n'y ait rien. Mais quelque chose continue de parasiter les lumières à détection de mouvement. Pendant qu'elle est distraite, Benji feuillette les dessins dans le carnet de croquis de la vieille dame et il découvre que tous représentent la même foutue créature démoniaque. Il se lève pour voir ce qu'elle regarde, quand tout à coup, ils sursautent tous les deux en voyant quelque chose percuter la fenêtre. C'est un des oiseaux morts que les chasseurs utilisent comme appât, et quand il lève les yeux, il voit cette énorme créature debout en bordure du terrain. Terrifié, le garçon appelle sa mère qui accourt immédiatement pour voir ce qui se passe. Quand elle regarde par la fenêtre, eh bien, vous vous en doutez, il n'y a tout simplement plus rien. Mais ils entendent la créature se précipiter vers eux quand elle traverse le jardin, et ils parviennent tout juste à lui échapper quand elle traverse la fenêtre. Ils se précipitent dans le couloir pour sauver leur vie, poursuivis par le monstre, mais ils parviennent à filer quand ses bois se coincent dans les murs. Dans la cuisine, les autres entendent quelque chose arriver dans le couloir, et ils se mettent tous à paniquer quand l'horrible monstre émerge de l'obscurité.
Terrifiée, la famille se réfugie derrière l'îlot. Mais au moment où il semble que la créature soit partie, Harriet sent quelque chose de mouillé couler sur sa tête. Elle lève les yeux et est horrifiée de voir le monstre juste au-dessus d'elle. Mais elle parvient à s'enfuir juste à temps et à éviter ses crocs. Elle se met à courir vers les toilettes, ferme la porte, recule dans le coin et essaie d'ouvrir la fenêtre. Mais Bambi commence à tourner la poignée jusqu'à ce qu'il parvienne à entrer. En fait, ce démon est déjà sur elle au moment où elle parvient enfin à ouvrir la fenêtre. Et alors qu'elle est en train de sortir, il lui transperce l'arrière de la jambe avec un de ses bois. Les autres se précipitent à l'extérieur et montent dans le camping-car. Mais bien évidemment, ce fichu véhicule ne démarre pas. Typique des camping-cars. Au même moment, Harrison remarque que sa belle-mère a disparu. Et quand il regarde tous à l'extérieur, il la voit courir pour sauver sa vie avec la créature juste derrière elle. Là, je dois dire, elle fait de son mieux pour fuir l'animal. Mais elle n'a pas le temps de faire beaucoup de chemin avant que le monstre ne la rattrape et il empale Harriet avec ses bois, la déchirant en deux sous les yeux de toute la famille. Ok, waouh, c'est officiellement le pire Thanksgiving de tous les temps. En fait, je commence à penser que Mamie ici est peut-être la seule à avoir du bon sens. Parce que quand elle a senti que Bambi rôdait à l'extérieur, elle a au moins eu la présence d'esprit d'éteindre les lumières. Ça leur a probablement fait gagner un peu de temps. Mais ensuite, Zana est arrivée et a complètement merdé. Genre, allô? Au lieu de rester planté là près de la fenêtre exposée, pourquoi ne pas fermer les rideaux, éteindre les lumières et commencer à reculer, Miss Tête de Nœud? Vous voyez? Étant donné qu'il est si grand, je suis prête à parier que Bambi aurait du mal à monter des escaliers normaux. Donc, le meilleur plan serait de monter à l'étage et de trouver un endroit où se cacher pendant qu'il s'en prendra à tous les autres. Maintenant, en ce qui concerne Harriet, elle a juste eu la malchance d'être prise pour cible par Bambi. Et une fois arrivée aux toilettes, sa seule option était de sortir par la fenêtre. Mais elle a paniqué et n'a pas arrêté de regarder en arrière au lieu de se concentrer sur la façon de l'ouvrir. Je ne vais pas lui donner le conseil cliché de rester calme, comme si c'était possible. Mais ouvrir une fenêtre ne devrait jamais être aussi difficile. Donc soit vous profitez de votre peur pour trouver une solution, soit vous trouvez quelque chose pour la défoncer avant qu'il ne soit trop tard. Et parce que ça lui a pris autant de temps, elle a fini par se faire embrocher à la jambe, ce qui a rendu sa sortie encore plus problématique. Cependant, comme nous pouvons le constater à ce moment précis de la poursuite, Bambi a clairement du mal à effectuer des virages serrés. Et Harriet aurait dû exploiter cette faiblesse à son avantage. Au lieu de courir en ligne droite, elle aurait dû plonger rapidement sur le côté dès que le camping-car est apparu. Avec un peu de chance, Bambi aurait pu la dépasser directement. Et une fois qu'il aurait remarqué la cible plus imposante, il se serait lancé à la poursuite du camping-car, lui donnant ainsi la possibilité de se réfugier dans la maison en toute discrétion. Car après tout, Harrison venait de lui dire qu'elle n'était pas sa vraie mère. Et si c'était vraiment ce qu'il ressentait, alors l'utiliser comme bouclier de viande aurait été un choix parfaitement acceptable. Andrew tourne la clé et parvient enfin à démarrer le moteur du camping-car, ce qui est complètement dingue. Vous avez déjà essayé de démarrer un de ces engins? Il ne démarre jamais quand il faut. La bête se lance à leur poursuite alors qu'il file à toute allure sur la route. Harrison remarque que la porte latérale est en train de s'ouvrir et, se penchant à l'extérieur, il commence à bombarder le cerf avec tout ce qui lui tombe sous la main. Et je sais que ça semble complètement insensé, mais ça ne fait que rendre Bambi encore plus furax. Réalisant que ça ne sert à rien, il ferme la porte et retourne à l'intérieur. Mais Bambi est toujours juste derrière eux. Bon, Andrew essaie de prendre de la vitesse, mais la bête commence à les pousser sur le côté de la route. Et là, le levier de vitesse se bloque, ce qui fait que Zana doit l'aider à le remettre en place. Allez, Andrew! Ils parviennent enfin à changer de vitesse juste à temps. Et la famille s'enfuit à toute vitesse, tandis que Bambi abandonne la poursuite. Mais il ne va pas les laisser s'échapper aussi facilement. Quelque temps plus tard, les chasseurs arrivent à la maison et découvrent les lieux complètement détruits. Les autres n'ont pas parcouru une grande distance avant de trouver un énorme arbre qui bloque la route. Et tandis que Zana sort pour jeter un coup d'œil, Marie tente de réconforter son petit-fils du mieux qu'elle peut. Ils décident finalement de déplacer le tronc à l'aide d'une corde. Mais étant donné que Zana doit les aider à pousser, c'est Benji qui va devoir conduire le camping-car. Ils s'apprêtent à mettre leur plan à exécution quand ils entendent le monstre revenir. Et quand ils lèvent les yeux, ils sont horrifiés de le voir foncer droit sur eux. Paniqué, Benji appuie à fond sur l'accélérateur et le pied d'Andrew se retrouve coincé dans la corde. Il commence alors à le traîner sur la route. Harrison tente de les rattraper, mais il n'a plus aucun espoir de pouvoir le faire, puisque Benji est en train de le distancer. Horrifié, Benji ferme les yeux, mais le monstre s'écarte au dernier moment. Sur le bord de la route, Harrison court se mettre à l'abri quand il entend la créature s'approcher. Il parvient à se cacher derrière un arbre et commence à reculer pendant que celle-ci est distraite. Mais il finit par marcher sur un tas de brindilles qui craquent. Le monstre lève les yeux et se met à le pourchasser encore plus profondément dans la forêt. Et devant la persistance de la créature, son seul choix est de se coucher et de faire le mort. Debout au-dessus de lui, la bête se penche, ses mâchoires à quelques centimètres de sa tête. Mais à ce moment-là, il entend un faon quelque part au loin et décide de laisser Harrison pour aller voir ce qui se passe. Et là, je dois dire, bon sang Harrison, t'as eu chaud aux fesses. Ok, Harrison a peut-être eu de la chance cette fois-ci, mais devinez quoi?
Tout ça aurait pu être facilement évité s'ils n'avaient pas été tous aussi stupides. Bon, vous pensez peut-être qu'ils n'avaient aucune chance de semer cette chose avec leur camping-car, mais ce serait votre plus grosse erreur. Vous voyez, les cerfs sont des proies. Ce qui veut dire que leur corps est fait pour des sprints de courte durée, pas pour des courses-poursuites sur de longues distances. Donc, même si Bambi pouvait facilement suivre le camping-car au début, il ne lui fallait qu'une minute ou deux avant de devoir s'arrêter pour se reposer. Cela dit, ils avaient besoin de toute la vitesse possible. Et c'est pour cette raison que cet idiot d'Harrison ne leur a vraiment pas rendu service. Quand il se penchait par la porte ouverte, il générait une résistance supplémentaire en perturbant le flux d'air sur le côté du véhicule. Même si ça ne semble pas évident, sachez que ça pouvait réduire leur vitesse effective de 8 à 16 km/h, ce qui est plutôt important quand on doit aller le plus vite possible. Sans parler du fait que le gamin risquait de tomber et de causer encore plus de problèmes. Donc au lieu de frapper Bambi avec des objets sortis au hasard de la cuisine, il aurait dû fermer la porte et garder ses bras et ses jambes à l'intérieur du véhicule. Maintenant, une chose que les chasseurs ont faite et que ces gens ne font pas ici, c'est de rester silencieux. Bambi va courir vers tout bruit d'activité humaine. Alors, au lieu de vous disputer bruyamment au sujet de vos problèmes familiaux tout en dégageant lentement le chemin, pourquoi ne pas la fermer, attacher rapidement la corde à une extrémité du tronc et le déplacer juste assez pour pouvoir passer et foutre le camp de cet endroit? De cette façon, nous ne risquerions pas de tuer accidentellement tonton Andrew dans le chaos. Et en parlant de ce qui s'est passé là-bas, Benji ne s'en est peut-être pas rendu compte sur le moment, mais foncer droit sur Bambi était en fait la chose la plus intelligente qu'il pouvait faire. S'il avait essayé de l'éviter, Bobby aurait senti leur faiblesse et aurait renversé le camping-car. Mais comme il n'a pas flanché, ça a déclenché l'instinct de survie naturel de Bambi et l'a poussé à battre en retraite. Bien sûr, il a fini par tuer tonton et par abandonner cousin machin dans la bataille. Mais bon, on ne peut pas tout avoir, pas vrai ? Et donc, pendant que Bambi est occupé à une autre quête secondaire, ces trois-là devraient continuer à rouler vers un endroit sûr. Et s'ils ont des téléphones portables, vérifiez s'ils ont du réseau jusqu'à ce qu'ils puissent appeler à l'aide. Quoi qu'il en soit, après avoir parcouru plusieurs kilomètres, le camping-car finit par s'arrêter et Zana se rend compte qu'ils sont finalement tombés en panne sèche. C'est alors qu'ils réalisent tous les deux que grand-mère a également disparu. Ils finissent par apercevoir la vieille femme s'enfoncer encore plus profondément dans la forêt et se lancent à sa poursuite avant qu'elle ne s'éloigne trop. Pendant ce temps, Harrison essaie de trouver un moyen de retourner à la civilisation, mais il n'arrive toujours pas à capter de réseau avec son téléphone. C'est alors qu'il entend quelque chose bouger dans l'obscurité, mais il est soulagé de voir qu'il s'agit simplement d'un adorable petit lapin assis sur une bûche. Le lapin sautille vers lui pour l'observer, mais cet abruti donne un coup de pied à la pauvre petite bête, comme s'il s'agissait d'un ballon de football, et l'envoie valdinguer dans les buissons. C'est alors qu'un autre petit lapin surgit de derrière le tronc. Mais celui-ci a l'air un peu différent, et grogne en lui montrant ses dents affûtées comme des rasoirs. Tout à coup, Harrison aperçoit des dizaines de ces créatures qui bondissent vers lui et commencent à se rapprocher. Mais il fait un faux pas et tombe directement dans un piège à ours. Dans une scène de film que je n'aurais absolument jamais imaginée sur ma liste des séquences à voir en 2025, les lapins se précipitent sur lui et commencent à le mettre en pièces sans qu'il ne puisse rien faire pour se défendre. Et mes adorables boucliers de viande, je voudrais juste prendre un instant pour méditer sur ça. Mais on vient de voir Harrison se faire bouffer par une bande de petits bébés sur YouTube. Ok, notre ami ici vient de se faire défoncer par le groupe de boules de poils féroces le plus mignon que cette forêt ait jamais vu. Alors avant de revenir à notre sujet principal, mettons les choses au clair. Harrison, mon garçon, tu as vraiment merdé. Maintenant, si tu ne t'étais pas comporté comme un petit con depuis le début, ta famille ne t'aurait peut-être pas laissé derrière comme Sid dans l'âge de glace. Je veux dire, ta tante Zana était quand même prête à retourner chercher le chauffeur de taxi. Par contre, quand il s'est agi de son propre neveu, elle n'a même pas songé à faire demi-tour, ce qui fait de toi le moins apprécié de la famille. Est-ce que je rêve ou est-ce qu'il s'en fiche que tu aies disparu ? Parce que ça y ressemble fort. Je suppose que la chance était de ton côté la première fois. Mais au lieu de prendre ça comme un signe pour changer ton comportement, tu as redoublé d'efforts pour être un vrai petit con. Et tu as shooté dans un adorable petit lapin comme dans un foutu ballon de foot. Mais ce que tu n'avais pas réalisé, c'est que ces lapinous-là, ils étaient nombreux. Donc si je résume, t'as vraiment réussi à échapper à un monstre de 3 mètres pour te faire avoir par ces minuscules bestioles. Eh ben mon pote, voici une idée. Il suffit de te retourner et de courir. Les lapins sont rapides, certes, mais une personne normale peut facilement distancer une meute de lapins tueurs, surtout en ayant une certaine avance. Donc si tu t'étais enfui ou que tu avais grimpé dans un arbre, tu aurais peut-être eu une chance. On aurait aussi pu penser que tu aurais appris qu'il faut regarder où tu mets les pieds après avoir reculé dans un tas de brindilles. Mais je crois que c'est juste la nature qui suit son cours. Et honnêtement, tu l'avais bien mérité. Par conséquent, quand tout le monde espère que tu te feras buter par une bande de lapins mutants, ça veut dire que tu as merdé. Et c'est bien fait pour toi. Dans une autre partie de la forêt, Benji et sa mère rattrapent enfin la vieille dame. Mais celle-ci continue à regarder autour d'elle et à marmonner quelque chose à propos de la mort. Ce qui, bon, ok, peu importe. Mais Zana se retourne quand son fils allume une fusée éclairante et dit qu'il a vu quelque chose dans l'obscurité. Ouh, effrayant!
Lorsqu'elle éloigne la fusée éclairante, elle remarque qu'ils sont complètement entourés d'ossements humains. Et c'est là qu'elle réalise qu'ils sont tombés par hasard sur le repère de la créature. Ils peuvent même entendre le monstre gronder dans l'ombre, ce qui leur laisse juste le temps de s'enfuir au moment où il surgit de la forêt. Oh, ils parviennent à prendre un peu d'avance en se glissant sous un arbre tombé, mais la créature est toujours derrière eux. Finalement, Benji arrive sur une route juste au moment où un pick-up arrive, avec à son bord les chasseurs du début du film. Vous vous souvenez d'eux? Ils disent à la famille de monter avant que le cerf ne les rattrape, mais ils ne vont pas tarder à se rendre compte que les humains sont encore plus dangereux. Ouais, c'est ce genre de film. Le pari est lancé, ok? Ils roulent et Zana raconte aux chasseurs ce qui s'est passé. Mais elle ne peut s'empêcher de penser que quelque chose chez eux est un peu louche. Et comme le font généralement les chasseurs, à l'arrière du véhicule, l'un d'eux jette un oiseau mort par la fenêtre pour attirer Bambi vers la base. Finalement, ils arrivent dans un complexe fortifié au cœur de la forêt. Mais ils n'y sont pas depuis plus de quelques secondes qu'ils entendent quelque chose bouger dans l'ombre. Michael sort son arme et commence à s'approcher furtivement. Mais c'est là que Simon, le mari de Zana, sort de derrière le bâtiment. Oups, je vous ai fait peur. C'est le père de Benji. Et sous le choc, Benji court immédiatement vers lui pour le serrer dans ses bras. Mais il est clair qu'il va devoir s'expliquer avec Zana avant qu'elle ne décide quoi faire. Profitant de la distraction de la famille, les chasseurs prennent leur lampe torche et se rendent dans une remise où ils ont enfermé le fan de Bambi dans une petite cage. À l'intérieur, Benji et sa grand-mère écoutent les parents se disputer dans la pièce voisine. Zana est furieuse contre son mari qui leur a menti, mais il réplique qu'il n'aurait jamais dû être là. Elle lui reproche de ne jamais passer de temps avec leur fils, mais aucun d'eux ne se rend compte que Benji peut entendre tout ce qu'ils disent. Ce qui est, enfin vous voyez, une scène typique de film. Allez Benji, je suis désolée mon pote, désolée que tu doives passer par là. Le cœur brisé, il sort en trompe de la maison et se met à pleurer sous le porche, ce qui, ok, c'est compréhensible. Mais c'est alors qu'il entend les cris du fan en détresse quelque part au loin, et inquiet, il part en direction du bruit avant que ses parents ne se rendent compte de son absence. À l'intérieur de la baraque, Zana dit qu'ils doivent appeler la police, mais Simon lui dit qu'il va aller en prison si elle fait ça. Visiblement furieuse, elle se précipite vers les chasseurs et leur demande de lui remettre le téléphone satellite. Mais Michael sort son pistolet et menace de lui tirer dessus si elle ne le rend pas. Réalisant qu'elle n'a pas vraiment le choix, elle leur rend le téléphone. Mais quand elle regarde l'ordinateur, elle découvre qu'ils ont capturé ou tué différents types d'animaux mutants dans toute la forêt. Michael explique que l'entreprise de son mari a déversé les produits chimiques qui ont provoqué la mutation de ces créatures, et que par conséquent, il les traque pour se débarrasser des preuves. Et maintenant, Bambi est le dernier trophée dont ils ont besoin pour obtenir une médaille de platine. Zana panique lorsqu'elle se rend compte qu'ils sont tous en danger. Et quand elle va voir son fils, elle est horrifiée de découvrir qu'il a déjà disparu. Ok, très bien. Bon sang, les gars. Vous savez que c'est grave quand un cervidé génétiquement modifié prend mieux soin de ses petits que vous. Maintenant, Zana est en danger ici parce que on ne peut manifestement pas faire confiance à ses chasseurs. Et s'ils ne la laissent pas appeler la police, ce ne sera probablement pas la dernière fois qu'ils lui mettront une arme sous le nez. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, tant qu'il la laisse se déplacer librement, elle doit trouver Benji et se tirer de là sur le champ. Mais la bonne nouvelle, c'est que Bambi sera distrait pendant que les chasseurs mettront leur plan à exécution. Ça donnera donc à Zana l'occasion idéale de s'échapper sans avoir d'ennui. Le problème, c'est que trouver Benji va être difficile, et c'est là que la grand-mère entre en jeu. Comme elle n'a pas encore été transformée en bouclier de viande, elle pourrait bien en faire bon usage. Elle n'est peut-être pas très cohérente ces derniers temps, mais il est évident qu'elle a une sorte de lien psychique avec Bambi et son petit-fils. Ce serait donc une occasion manquée importante si elle ne la saisissait pas. Au lieu de partir seule, Zana devrait emmener la vieille femme avec elle. De cette façon, elle pourrait utiliser le lien de la femme pour la mener à Benji. Et Mamie pourrait également donner l'alerte si Bambi s'approchait trop près, leur donnant ainsi à toutes les deux une chance de se cacher avant d'être repérées. Dans le pire des cas, elle pourrait utiliser Mamie comme bouclier de viande si les choses tournaient mal, ou même l'utiliser comme monnaie d'échange si les chasseurs les trouvaient. Avant de partir, elle devrait également chercher une arme, une lampe de poche et un téléphone ou une radio. Mais si elle veut faire preuve d'encore plus de créativité, elle devrait essayer autre chose encore. Dans le bureau de Michael, elle a remarqué que ses chasseurs ont également capturé un blaireau mutant. Et si cette créature se trouve toujours quelque part sur la propriété, Zana devrait l'utiliser à son avantage. Avant d'aller chercher Benji, j'irai dans la remise, je trouverai la cage de l'animal et je le libérerai. Ensuite, elle pourrait lancer un des oiseaux morts pour l'attirer vers la maison, ce qui donnerait à Zana une diversion parfaite pour se tirer pendant qu'il mettrait les chasseurs en pièces. Pendant ce temps, quelque part à proximité, Benji observe de loin les chasseurs emmener le fan au milieu d'une clairière. C'est alors que Tyler s'éloigne pour aller faire pipi, mais c'est la dernière fois que ces deux-là se verront vivants. En marchant vers la lisière de la forêt, Tyler remarque quelque chose qui passe dans son champ de vision. Mais avant même qu'il ne comprenne ce qui lui arrive, le monstre fond sur lui et lui arrache la tête d'un seul coup de dent. Inquiète, Zana demande à la vieille femme ce qui est arrivé à Benji. Mais comme d'habitude, Marie ne répond pas très clairement.
Frustrée, elle se précipite hors de la bâtisse et commence à appeler son fils. Et c'est alors qu'elle découvre le cadavre de son beau-frère caché sous la bâche. Dans la forêt, Eddie remarque que son ami n'est toujours pas revenu et il commence à suivre ses traces pour voir ce qui s'est passé. Il ne tarde pas à trouver le corps décapité gisant sur le sol. Mais alors qu'il sort sa radio pour avertir les autres, il aperçoit l'énorme créature sortir de l'obscurité, ce qui l'oblige à courir pour sauver sa vie. Profitant de la distraction des chasseurs, Benji se faufile jusqu'à la cage et libère le bébé. Mais dans la base, les autres remarquent ce qu'il fait grâce à leur caméra. Furieux, Michael attrape son pistolet et part pour le stopper. Mais dès qu'il est parti, sa partenaire Jo voit le monstre poursuivre Eddie à travers la forêt et décide de se tirer de là tant qu'elle en a encore la possibilité. À l'extérieur, Eddie court vers la base et saute rapidement dans le pick-up. Mais au moment de démarrer, il remarque que la porte passager est restée ouverte. Nerveux, il vérifie que la voie est dégagée avant de se pencher lentement pour la fermer. Mais dès qu'il se redresse, Bambi arrache la porte et commence à lui mordre les jambes. Il parvient à rouler jusqu'à l'autre côté du véhicule, mais ses jambes sont trop blessées pour qu'il puisse s'enfuir. Bambi s'approche alors de lui par derrière, lui marche sur le dos avant de se pencher et de lui arracher la tête. Ça fait 7 victimes pour le moment, et il en reste 4 à abattre. Ok, ces deux-là sont honnêtement les pires chasseurs que j'ai jamais vus. Et on dirait bien que leur plot armor viennent finalement de les lâcher. En vérité, ce plan était voué à l'échec dès le départ, parce que ces idiots ont laissé le bébé appeler à l'aide pendant tout ce temps. Flash info, bande d'imbéciles. Le piège ne marche pas si Bambi est au courant avant même que vous ayez fini de l'installer. Donc, s'ils avaient eu un peu de bon sens, ils auraient d'abord endormi l'animal et l'auraient amené sur le site pour l'appâter pendant qu'il dormait encore. Ce qui leur aurait donné le temps de se mettre à distance de sécurité avant que bébé ne commence à appeler papa au secours. Ça, c'était la première erreur. Mais la deuxième erreur, c'était quand Tyler s'est écarté pour aller pisser. La prochaine fois, reste avec le groupe, bon sang. Comme ça, tu ne te feras pas littéralement prendre la main sur le paquet. Au moins, Eddie a eu la présence d'esprit de courir vers un véhicule. Mais pourquoi diable n'a-t-il pas simplement démarré et laissé la porte se refermer en s'éloignant? Peut-être que la batterie était à plat à cause des phares allumés, mais dans ce cas, il lui aurait suffi de se glisser discrètement sur la banquette arrière et de se cacher au lieu de perdre du temps. Maintenant que les chasseurs sont hors d'état de nuire, Zana et son fils ont une occasion rêvée de s'échapper. Benji a bien fait de libérer le bébé, mais il est maintenant temps de le laisser retourner dans la forêt pour rejoindre sa famille. Avec un peu de chance, Bambi sera trop occupé à chercher son petit pour chasser plus d'humains. Et pendant qu'il sera distrait, Zana et Benji pourront se réunir, trouver un véhicule et se tirer loin d'ici. Désespérée de retrouver Benji avant qu'il ne soit trop tard, Zana court dans la forêt et commence à appeler son fils, tandis que Joe, dans la baraque, s'apprête à partir. Mais elle entend alors le monstre s'introduire à l'intérieur. Réalisant qu'il ne l'a pas encore vue, elle recule silencieusement vers la cuisine et laisse la vieille femme pour morte. Paralysée, Marie reste assise là tandis que la bête ouvre grand la gueule. Mais c'est alors qu'elle entend Joe caché dans la pièce voisine. Au lieu de tuer la vieille femme, le monstre se tourne vers la cuisine et commence à enfoncer la porte. Réalisant qu'elle est sur le point de mourir, Joe décide que sa seule option est de tirer sur une bouteille de gaz, ce qui provoque une énorme explosion qui fait voler la bâtisse en éclats. À l'extérieur, les parents retrouvent Benji au moment même où il est confronté à Michael, et l'homme ordonne à l'enfant de lui rendre le fan. Simon lui dit de faire ce que l'homme lui dit, mais Benji refuse d'écouter. Et juste au moment où le chasseur est sur le point de perdre son sang-froid, Bambi se dirige droit vers eux. Quand il se retourne, il voit le monstre s'approcher d'eux, la fourrure encore en feu à cause de l'explosion. Et Michael ouvre immédiatement le feu. Mais il rate tous ses tirs. Bambi se précipite droit sur lui, transperce l'homme avec ses bois et l'entraîne dans l'obscurité. Le chasseur a laissé tomber son téléphone satellite pendant l'attaque, mais Simon se jette dessus avant que sa femme n'ait le temps de le faire, et ils se battent tous les deux pour le récupérer. Simon parvient à prendre le dessus, mais quand il se relève, il réalise que Bambi en a après leur fils à présent. Au lieu de l'aider, Simon décide de s'enfuir pendant que la créature est distraite, laissant sa femme et son fils pour morts. Contrairement à son mari irresponsable, Zana se précipite pour aider. Et c'est alors qu'elle a une nouvelle idée. Réalisant que Bambi essaie simplement de sauver son bébé, elle dit à son fils de rester immobile. Et elle prend le fan et le tient devant eux. Le monstre se penche vers elle, son souffle lui caressant le visage. Mais au lieu d'attaquer, il se retient et la laisse se relever. Ignorant les humains, il se penche et commence à s'approcher de son bébé. Mais c'est alors que quelqu'un tire un coup de feu et touche Bambi en plein dans la rotule. C'est le chasseur, et il tire 4 autres coups avant d'être finalement à court de balles. Mais alors qu'il regarde son arme, Marie surgit de nulle part et lui tire directement dans la tête avec un fusil de chasse. Soulagé, Benji se précipite pour embrasser sa grand-mère alors que quelque part à proximité, son père roule à toute vitesse sur un chemin de terre dans son véhicule. À un moment, il entend un bruit derrière lui, et après s'être garé, il commence à tâtonner derrière lui et essaie de voir ce que c'est.
Au début, il semble qu'il n'y ait rien du tout. Mais lorsqu'il se retourne à nouveau, il est quelque peu surpris de trouver un des lapins tueurs assis sur le tableau de bord. Terrifié, il tend nerveusement la main vers la poignée de la porte. Mais il n'a pas le temps de s'éloigner que Pampan se jette sur son cou et commence à lui déchirer la gorge. Et ça en fait 10 de moins, et il n'en reste qu'un. Zana et les autres sont soulagés que ce cauchemar soit enfin terminé, et ils ne peuvent que regarder Bambi mourir lentement de ses blessures. Le cœur brisé, le fan pousse un cri lugubre après avoir été trahi une fois de plus par l'humanité. Mais au moins, les responsables ont enfin payé le prix. Au final, ça fait 10 humains tués et un cerf géant éliminé. Et il y a 4 survivants. Mais ils ont tous appris une leçon très précieuse. Ne jouez pas avec la nature. Sinon, elle pourrait bien se jouer de vous en retour. Bambi, le jugement dernier. Ouais, carrément! Il devrait faire ça pour tous les personnages de dessins animés avec lesquels j'ai grandi. J'ai hâte de voir le prochain film mettant en scène des animaux mutants. Sérieusement! Dites-moi dans les commentaires ci-dessous si vous auriez fait les choses différemment. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment Battre pour découvrir d'autres vidéos comme celle-ci. Je suis là pour vous. Nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, passez une excellente journée!